Mathieu, pour ta première, salut à toi, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, vous aussi? Oui, ça va très bien. Alors, défi personnes trans sur le marché du travail, tu m'étonnes. Oui, absolument. Bien, écoutez, merci tout d'abord pour l'invitation à votre émission. C'est très apprécié. Je n'étudie peut-être pas au doctorat comme ma collègue Sophie ici, mais je peux quand même vous parler de mon projet d'essai de maîtrise, en fait, qui porte effectivement sur les défis à l'intégration et au maintien en emploi des personnes trans. Donc, j'ai conçu mon travail en 3 grandes sections. Tout d'abord, les défis que les personnes trans sont susceptibles de vivre hors travail, donc dans leur vie personnelle. Ensuite, les défis à l'embauche ainsi que les défis vécus en milieu de travail. Donc, pour la première section, je vais essayer de passer un peu plus rapidement. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'avant même d'entrer sur le marché du travail ou parallèlement à leur emploi, les personnes trans seraient susceptibles d'être confrontées à un certain nombre d'obstacles. On peut penser notamment au manque de soutien social ou encore aux obstacles relatifs aux soins de santé. Il faut comprendre que, selon les études, l'une des principales conséquences de leur marginalisation sociale et économique concerne les impacts sur la santé, donc taux beaucoup plus élevé de tabagisme, consommation de drogue, d'alcool, ainsi que taux d'infection par le VIH, sans parler de la violence physique et sexuelle auxquelles elles sont victimes, ils peuvent être victimes, du moins. Les taux de suicide sont alarmants également, et malgré ces éléments-là, plusieurs études démontrent que il y a quand même un pourcentage important de personnes trans qui ont beaucoup plus de difficultés d'avoir accès à des soins de santé que l'ensemble le reste de la population. On pourrait également parler des difficultés d'accès à l'éducation. Plusieurs sont forcés à quitter le système scolaire à cause de la discrimination, les obstacles dans l'accès au logement, la discrimination dans les différents services publics, discrimination également provenant d'autres groupes de défense des intérêts, notamment certaines féministes radicales qui s'opposent et qui attaquent publiquement les personnes trans. Donc, j'enchaîne rapidement avec les défis maintenant à l'embauche. Quelques statistiques assez intéressantes ici. On constate qu'en Ontario, le taux de chômage des personnes trans est plus du double que celui du reste de la population. Et aux États-Unis, selon une enquête, une importante enquête, c'est plus de 50% des répondants qui se sont déjà vus refuser un emploi en lien avec leur identité de genre, dans un contexte, vous savez comme moi, que l'identité de genre et les compétences d'une personne n'ont aucun lien entre elles. Donc ici, la discrimination à l'embauche, elle apparaît de 2 façons, soit la discrimination directe ou la discrimination indirecte. Évidemment, la discrimination directe, on parle d'un refus explicite de l'emploi en raison de l'identité de genre. Évidemment, on va présenter quelques excuses, donc soit la crainte de nuisance à l'image de l'entreprise. Souvent, selon les études, le blâme va être porté sur d'autres acteurs, donc soit le fameux client roi ou le fidèle partenaire d'affaires de longue date qui ne voudrait possiblement pas travailler avec la personne trans, ou pire encore, selon certaines études, la personne va même mettre ça sur le bien-être de la personne trans qui est devant elle, parce qu'on voudrait quand même pas qu'elle subisse de la discrimination à l'interne, donc c'est pour son bien qu'on l'embaucherait pas. C'est généreux. Voilà. Et au niveau de la discrimination indirecte en embauche, évidemment, on peut penser notamment au port d'un uniforme spécifiquement très genré, à l'absence de toilettes non genrées en milieu de travail, ou également la non prise en considération de certains retards ou de pauses dans la carrière dues à certaines chirurgies de transition de sexe. Donc, c'est des éléments indirectement qui vont venir empêcher une personne d'avoir un poste en milieu de travail. Pourquoi maintenant cette problématique, cette discrimination-là? Plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est démontré qu'il y a encore un manque de connaissance générale de la population sur le sujet. Donc, discrimination qui vient d'une certaine peur, qui provient à son tour d'une certaine ignorance. Et un autre point intéressant ici, c'est la question de l'utilisation ou la non-utilisation en fait de critères objectifs dans le processus d'embauche. Donc, en dotation, c'est connu dans le domaine des ressources humaines, des relations industrielles, que tout recruteur doit baser sa décision sur des critères objectifs. On parle de l'expérience, les compétences, les connaissances de la personne. Mais dans les faits, les études sont nombreuses à démontrer que souvent, les personnes tombent dans le panneau de la subjectivité, donc vont utiliser des critères comme le recours aux premières impressions pour baser leurs décisions, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ce qui m'amène à un 3e point également, c'est l'absence de formation de plusieurs professionnels en ressources humaines. Donc, le titre de conseiller en ressources humaines est réservé aux membres d'un ordre, mais c'est un ordre à titre réservé, comme je le dis, et non pas à exercice exclusif. C'est-à-dire que plusieurs personnes s'occupent de processus de recrutement, mais n'ont pas nécessairement la formation, ce qui engendre des conséquences autant pour la personne trans qui est devant elle que pour l'organisation qui ne peut pas bénéficier de ses compétences à cause d'une discrimination. Quelques mots sur la législation existante à cet effet. En fait, en 2016 et en 2017, l'identité et l'expression de genre ont été ajoutées au motif illicite de discrimination, et ce, autant au provincial qu'au fédéral. Toutefois, encore à ce jour, les programmes d'accès à l'égalité en emploi, qui sont d'ailleurs encadrés par la Charte québécoise des droits et libertés, n'incluent pas les personnes trans dans les groupes reconnus comme traditionnellement victimes de
de discrimination, alors que je vous ai déjà démontré qu'il y a une problématique importante. Conséquences, elles sont nombreuses. La principale difficulté importante d'accès au marché formel de l'emploi qui forcerait plusieurs personnes trans à se tourner vers d'autres formes d'emploi dites atypiques, donc travail autonome, travail temporaire, contractuel, le cumul d'emplois temps partiel ou encore vers le secteur informel de l'emploi qui sont souvent justement associés à une certaine précarité. J'enchaîne avec la troisième section sur les défis en emploi. Encore ici, quelques statistiques intéressantes, quelques faits intéressants. L'Organisation internationale du travail a démontré que les personnes trans sont celles souffrant du plus haut degré de discrimination de l'emploi. Et selon une enquête menée aux États-Unis, très importante enquête, qui avait environ 6500 participants, ce sont 78% de ces répondants qui ont été victimes d'harcèlement au travail. Donc, après avoir passé le premier grand mur que l'embauche, bien, une fois rendu au milieu de travail, les choses ne sont pas terminées. Ce qui est constaté ici, c'est que, en fait, dans les milieux de travail, il y a un certain climat de silence qui persiste, un environnement qui est hostile, non inclusif et qui, ainsi, n'est pas propice au dévoilement de l'identité de genre en milieu de travail. D'ailleurs, les études sont également nombreuses à démontrer que le milieu de travail est le dernier endroit où les personnes trans se dévoilent, donc par peur des différentes conséquences là, qui peuvent s'ensuivre. Et par la suite, il y a la question également de la phase de transition d'emploi. Il y a plusieurs personnes trans qui transitionnent en emploi et encore là, il y a un important manque de support organisationnel, qu'il soit volontaire ou non. Il y a plusieurs gestionnaires qui ne sont possiblement pas aptes à agir dans un tel contexte, ne comprennent pas nécessairement leur rôle, la portée de leurs interventions, ce qui est très inquiétant dans un contexte où le dévoilement de l'identité de genre en milieu de travail est positivement corrélé à la satisfaction au travail. Et je me permets un autre point que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on constate qu'une variation, en fait, une sorte de différence de traitement, si je peux dire ainsi, en fonction du sens de la transition. Donc, les hommes trans bénéficieraient de plus d'avantages une fois la transition complétée, donc meilleure évaluation d'emploi, meilleur salaire, meilleur traitement par les pairs, que les femmes trans qui, eux, inversement, verraient leurs conditions de travail diminuer, ce qui est en sorte une double discrimination et ce qui démontre encore aujourd'hui qu'il y a une présence d'une inégalité de traitement entre les genres en milieu de travail. Donc, il y a plusieurs autres éléments, là, utilisation du mauvais pronom, l'accès aux toilettes qui est difficile également, habillement au travail, discrimination salariale. Et je conclus, si vous me permettez, juste en disant qu'en fait, on constate que c'est un certain cercle vicieux, entre guillemets, où à l'échelle sociétale, il y a des stéréotypes qui sont rattachés aux personnes trans. Par la suite, elles ont déjà des difficultés à t'embaucher. Une fois qu'elles traversent ce premier mur, encore là, l'environnement de travail hétérosexiste fait en sorte qu'elles risquent d'être congédiées, que ce soit un congédiement réel ou déguisé, et par la suite, ça engendre une précarité sociale et économique. Donc, je vous ai résumé en 7 minutes 40 secondes maintenant un travail d'une centaine de pages. Il y a plusieurs autres éléments, mais voici là, les principaux. Un travail que tu as mis 2 semaines. Écoute, à peine. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense qu'on parle souvent des impacts de la précarité, de la pauvreté chez les gens. Quand on le regarde, effectivement, l'intersection de plusieurs oppressions, ce qu'on apprend pour les personnes trans peut nous faire vivement réagir. Et ça va prendre plus qu'une journée du 17 mai de lutte à l'homophobie et à la transphobie pour régler le tout. Merci.